Bonjour et merci de votre fidélité à votre programme électoral Objectif 2023. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Cyril Ebotoko, superviseur technique de la mission d'observation électorale SENCO et ceci à qui j'ai dit bonjour et bonne année. Bonjour madame, merci et bonne année à vous aussi. Merci. Alors, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été prorogée de 25 jours dans la première zone opérationnelle. C'était l'une des recommandations de la mission d'observation électorale SENCO et CC. Comment réagissez-vous? Merci beaucoup. Permettez que je place d'abord un petit mot concernant notre mission d'observation électorale avant d'aller vers votre question. Il faut que l'opinion soit informée que depuis le 27 décembre, je crois 2-3 jours après le lancement de cette opération dans la première zone opérationnelle, la SENCO, la mission d'observation électorale SENCO SCC a déployé 196 observateurs sur terrain répartis dans toutes les circonscriptions électorales des provinces concernées, sauf Kwamut, où il n'y a pas eu opération. Et nos observateurs sont descendus sur le terrain. Jusque-là, d'ailleurs, ils continuent à observer. Et ils nous ont envoyé, dans la période comprise entre le 27 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, dans l'ensemble, 1674 rapports. Sur les 1674, 330 sont des rapports d'incidents. Et notre communiqué que vous évoquez quand vous parlez de notre recommandation, que nous avons donnée quelques jours avant la communication de la CENI, concerne les données que nous avons collectées pendant la période que je venais d'annoncer, mais on a plus exploité les incidents compte tenu de leurs exigences. Et puis, les éléments concernant les autres rapports, ils seront traités dans notre rapport intermédiaire qui va concerner l'ensemble de l'ère opérationnelle 1. Il faudra aussi dire que cette mission qui est déployée couvre 30% des centres d'inscription de cette ère opérationnelle. Je crois que c'est 9251 dans l'ensemble des 10 provinces, mais nous, on couvre 30%, soit 2791. Et pourquoi 30%? 30% parce que nous faisons un travail scientifique. On ne fait pas un travail comme ça, on se réveille, on commence à parcourir les centres, non. Nous avons tiré un échantillon aléatoire de manière scientifique au moyen d'un logiciel approprié pour ce genre de travail. Et cet échantillon, nous sommes en train de l'exploiter, nous allons le couvrir. Et il va nous donner l'image réelle de ce qu'est cette opération dans tous les compartiments. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. C'est un peu comme un travail d'enquête. On en tire un échantillon scientifiquement et puis on a des données de manière représentative. Donc, ce sont les 330 rapports d'incidents que nous avons exploités pour avoir ces communiqués qui nous a amenés à recommander, à formuler cette recommandation à l'endroit de la CENI, soit de prolonger ou de donner une période de rattrapage pour des personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler. Et cette période, cette demande est justifiée du fait que il y a eu beaucoup de cas de dysfonctionnement. C'est le nombre le plus important d'incidents que nous avons collectés sur le 330. Les dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'il y a eu des pannes et d'autres cas qui ont fait que pendant des heures, des jours, voire des semaines, un centre d'inscription n'a pas pu fonctionner. Et il y a plusieurs cas, plusieurs centres que nous avons retrouvés comme ça à travers les 10 provinces. Il y a aussi des centres qui ont ouvert en retard. C'est aussi un incident. Quand nous trouvons qu'un centre qui était planifié a ouvert en retard d'une semaine, 2 semaines, c'est déjà un incident. Ces éléments, nous les avons collectés. Et voilà. C'est en fonction de l'ensemble de ces éléments
vu le temps de travail réellement réalisé par les centres d'inscription que nous avons parcouru, nous avons formulé cette demande de prolongation. Et la CENI a accédé la CENI a accédé à cette demande. En prorogeant de 25 jours. En prorogeant de 25 jours cette opération. Donc, je pense que la CENI a pris une bonne décision. Vous êtes donc satisfait? Bon, satisfait en partie parce que nous devons voir comment l'opération va finir. On ne sait pas s'il y aura encore des dysfonctionnements ou des cas de CI qui ne vont pas ouvrir ou quoi. On va continuer à observer, mais nous espérons que la CENI va déployer de plus en plus d'efforts pour pouvoir faire en sorte que pendant cette période de rattrapage, tout se passe bien et que tout Congolais, dans les conditions, puisse se faire enrôler et avoir sa carte pour élire son dirigeant prochainement. Alors, vous l'avez dit tantôt, dans votre rapport à mi-parcours, vous avez relevé plusieurs dysfonctionnements, mais ce qui est plus frappant, c'est par exemple, vous affirmez qu'il y a des centres d'inscription des électeurs inexistants, mais repris dans la cartographie électorale. Comment cela peut-il être possible? Notre échantillon dont je venais de parler est tiré de la cartographie des centres d'inscription de la CENI. Et quand nos observateurs ont parcouru ces centres, parce qu'il y a des adresses physiques, il y a aussi des codes de consort, ils n'ont pas pu trouver aux endroits indiqués une cinquantaine de centres d'inscription. Et là, je vous dis que là, c'est pour la période allant entre le 27 et le 13 janvier, alors qu'ils continuent encore à visiter d'autres centres parce qu'ils le font progressivement. Ils n'ont pas retrouvé ces centres-là. À Kinshasa, par exemple, où il y a parfois difficulté d'identifier l'adresse d'un centre, nos observateurs ont recouru aux logisticiens des antennes de la CENI pour leur indiquer les endroits. Parce qu'on a eu aussi des centres qui ont été délocalisés. Il fallait rentrer à l'antenne, se renseigner, mais on ne voit pas tel centre. Non, non, on l'a délocalisé à tel endroit. Après cet exercice, in fine, une cinquantaine de centres d'inscription que nous n'avons pas vus. Ces rapports, nous avons transmis à la CENI. Et vous avez vu, parmi nos recommandations, nous avons demandé à la CENI d'éclairer l'opinion, parce que c'est la CENI qui organise ces opérations, qui maîtrise mieux sa cartographie. C'est à elle d'éclairer l'opinion concernant ces centres qu'on n'a pas pu voir sur le terrain. Mais est-ce que cela renvoie à la problématique du travail de la cartographie auquel certaines parties prenantes n'ont pas été associées? Oui, apparemment, ça part de là. Il faut dire que cette opération a été menée par la CENI seule, et il n'y a pas eu d'autres parties prenantes qui ont pu faire le travail comme nous autres observateurs et témoins. Mais ce qui est important pour le moment, c'est que la CENI éclaire l'opinion nationale parce que nous avons donné un rapport sur ces centres, un fichier de ces centres-là avec leur localisation physique et leur code. Donc, c'est à la CENI de dire aux gens, les centres que la mauvaise 5ECC n'a pas pu voir sur le terrain, il y a ça, ou soit ils n'ont jamais ouvert, ou ils ont ouvert ailleurs, ou c'est comment, c'est à la CENI de nous éclairer. Mais à propos de ces présumés centres d'inscription inexistants, vous craignez quoi concrètement? Oui, il y a des craintes parce que nous sommes en train de faire un travail d'observation électorale pour permettre à l'opinion d'accéder à l'information électorale. Vous voyez? Et aussi pour permettre à la CENI aussi de comprendre ses propres problèmes et les améliorer. Quand il y a des centres d'inscription qui ne sont pas inexistants, qu'on n'a pas pu retrouver sur le terrain, il est important qu'on dise aux gens de quoi il s'agit, parce que ça peut soulever des suspicions. Alors, pour qu'on n'en arrive pas là, il est important que la CENI éclaire l'opinion concernant ces centres que nous n'avons pas pu retrouver. Peut-être que nous, on ne les a pas bien cherchés. Ils peuvent nous dire, non, 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 vous l'avez cherché là-bas, nous l'avons peut-être transféré dans une autre circonscription ou dans un autre groupement ou dans un autre village. Dans les villages, c'est clair, c'est facile pour nos observateurs de retrouver les centres. Parce que c'est dans les villages, dans les écoles, dans les édifices, et il n'y a pas d'avenue ou une géographie beaucoup plus compliquée
pour pouvoir retrouver ces villages-là. D'autant plus que nos observateurs vivent là. Ils sont de là, ils connaissent bien leur environnement. Ici en ville, nos observateurs ont contacté des logisticiens. Chaque fois qu'ils n'ont pas pu voir un centre, ils ont retrouvé ceux qui avaient été déplacés. Mais il y a une cinquantaine de centres qu'on n'a pas retrouvés du tout. Alors, pour ne pas susciter des suspicions et alourdir encore le contexte sociopolitique qui est très, très, très marqué par cette méfiance entre les acteurs, et pour besoin de transparence, il est très important que la CENI puisse donner assez de clarifications concernant ces Alors, centres. on vous entend parler les besoins de mieux faire ou d'améliorer cette opération d'enrôlement des électeurs dans la première zone, tout comme dans le reste du territoire national est là. Mais aujourd'hui, que doit-on corriger pour capitaliser les 25 jours de rallonge de l'enrôlement des électeurs dans la première zone opérationnelle? Ce qu'on doit capitaliser, surtout pour le cas de dysfonctionnement, il faut une forte proximité des contrôleurs techniques de la CENI avec les centres d'inscription à problème. Parce que les contrôleurs techniques sont des techniciens, des gens qui sont capables de dépanner des pannes d'ordinateurs, d'imprimantes ou des scanners ou de quoi que ce soit. On a recruté des techniciens qui sont rompus sur ces questions. Mais aussi, ils ont du matériel de ravitaillement. S'ils trouvent que tel appareil pose problème, le dépannage va prendre des jours ou quoi, ils remplacent carrément. Si ces gens-là sont très proches des centres d'inscription, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités de mobilité rapide. Ils ont du carburant, des motos, des véhicules pour les villes et consorts, et qui parcourent vraiment, ils sont très proches des centres d'inscription. Je pense que ça peut réduire le cas de dysfonctionnement. Et cette forte on peut capitaliser en termes de temps. Pardon? Cette forte proximité dont elle est vous faites possible. allusion est possible. Elle est possible. Parce qu'ils ont des contrôleurs techniques sur le terrain. Soit ils renforcent en nombre de contrôleurs techniques, soit ils les renforcent en termes de capacité à se mouvoir à travers l'espace en temps réel pour faire face à tous ces cas de dysfonctionnement. Pourquoi on ne connaît pas d'avance le nombre d'enrôlés pour chaque province? Kinshasa, par exemple, doit enrôler combien d'électeurs? Non, la CENI a des estimations. Bon, je ne voudrais pas réfléchir sur ces estimations parce que je ne sais pas comment ils en sont arrivés là. Peut-être qu'ils sont partis des anciennes statistiques. Nous avons aussi l'Institut national des statistiques qui peut permettre à ce qu'on puisse donner des estimations. Pas par province, par exemple, pour cette heure opérationnelle, ils ont annoncé qu'ils s'attendaient à, je crois, 18 ou 19 millions d'électeurs. Ce sont des estimations qu'ils ont, pas des chiffres exacts, ce sont des estimations. Ils peuvent arriver là, tout comme ils peuvent dépasser, tout comme ils peuvent ne pas arriver, mais à condition que le travail soit bien fait. On ne peut pas le savoir d'avance parce que dans ce pays, il y a un problème. On n'a pas un état civil. Ou notre état civil, surtout en ce qui concerne les fichiers des citoyens, ces fichiers n'existent pas. Alors, si on avait un fichier d'état civil où on répertorie tous les Congolais, autrement, si l'ONIP avait fait son travail en amont, la CENI aurait reçu un fichier reprenant les Congolais qui répondent aux conditions de voter. Tant qu'on n'a pas ce fichier-là, on ne peut pas avoir d'avance le nombre d'électeurs. Tant qu'il n'y a pas de fichier, il n'y a pas tout ce que vous évoquez là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cette situation? En attendant, c'est ce que la CENI fait. La CENI identifie seulement les Congolais qui ont atteint l'âge de majorité ou ceux qui vont atteindre l'âge de majorité avant la date du dernier scrutin. Mais les autres Congolais qui n'ont pas encore atteint l'âge de majorité sont concernés par la gouvernance. En principe, on devait connaître aussi leur nombre, y compris le nombre de ceux qui ont atteint la majorité. C'est l'ensemble de tous ces citoyens, c'est à partir de là qu'on peut décider de la répartition des sièges. Donc, ce que se fait maintenant, c'est un peu biaisé, parce qu'il y a une grande partie des Congolais qui ne sont pas dedans. Alors, en attendant qu'on puisse, l'ONIP puisse identifier les Congolais et doter ce pays d'un fichier d'état civil, d'un état civil, vraiment, en attendant, si jusqu'au cycle prochain,
L'ONIP ne va pas faire son travail, donc on va recourir au même procédé qui ne va pas nous donner vraiment un fichier. On ne peut pas dire qu'il va nous donner un fichier très fiable, mais il peut nous donner un fichier acceptable parce que nous sommes tous conscients de la situation. Mais les fichiers fiables, on va l'avoir qu'après le travail de l'ONIP. Y a-t-il un danger dans ça? Le danger, bon, il peut y avoir, je vous ai parlé ici d'une grande partie des Congolais qui sont exclus de la répartition des sièges. Et pourtant, ils sont Congolais, ils sont concernés par la gouvernance. Mais maintenant, là, la CENI ne connaît pas les décédés. La CENI ne connaît pas les personnes qui ont perdu leurs droits civils et politiques. La CENI ne connaît pas ceux qui étaient condamnés à la perte de droits civils et politiques, qui les ont recouvrés. On ne les connaît pas. Vous voyez? Et tous les mécanismes que la CENI met en place, on ne connaît pas les Congolais qui ont changé de nationalité, parce qu'on va inscrire les Congolais qui sont en Belgique, en France, États-Unis, Canada, Afrique du Sud. Il y a des Congolais qui ont changé de nationalité, qui sont porteurs de passeports congolais. Comment est-ce que la CENI va les décéder? Si on avait un état civil, toutes ces questions auraient été résolues. C'est pourquoi ces fichiers, il ne sera pas parfait. Il sera toujours porteur de quelques faiblesses qui sont compréhensibles du fait que nous sommes conscients de la situation. Nous n'avons pas un état civil. Et vous l'acceptez comme ça? Mais je pense que c'est un consensus national parce qu'on n'a pas un fichier d'état civil. On doit organiser les élections. On a trouvé un raccourci qui nous permet d'avancer comme ça. Mais il est très important que nous puissions, que la l'ONIP nous donne, on donne des moyens à l'ONIP. C'est très important, les moyens à l'ONIP, pour que l'ONIP puisse identifier les Congolais qui sont dans ce pays et aussi ceux qui sont dans des situations que je venais de décrire. Ça va résoudre plusieurs problèmes. Ça va résoudre beaucoup de problèmes au-delà des élections. Alors, parlons des observateurs. Vous l'avez dit tantôt, dans la première zone opérationnelle, vous en avez déployé 196. On peut s'attendre à combien dans les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle? Nous avons demandé les accréditations pour 600 observateurs. Mais ceux qui seront vraiment très actifs dans les centres d'inscription, là où il y a des rassemblements de partis politiques maintenant, parce que nous avons aussi des rapports de campagne électorale précoce, qui seront dans notre rapport final de cette ère opérationnelle, on va en parler. Tous ceux qui font toutes ces choses-là, qui soient au courant que nos observateurs sont dans tous ces milieux, dans les chefs-lieux de toutes les circonscriptions, et ils font des percées à l'intérieur pour voir les centres que nous, on leur a demandé de visiter conformément à l'échantillon mis à leur disposition. Donc, ces observateurs, au total, à travers le pays, ils seront 452. À travers le pays. Mais oui, tantôt, vous avez parlé des 600. 600, il y aura le surplus, là, 148. Ce sont des observateurs passifs. Moi-même, je suis observateur, mais je ne parcours pas les centres d'inscription. Vous êtes un observateur passif? Passif, mais qui nous collectons les données aussi. Alors, nous sommes dans des milieux où ça ne nécessite pas de porter les badges. Mon badge, je le mets à l'intérieur, là, je n'ai pas de gilet. Mais je vois, nous sommes en train de suivre tout ce qui passe à travers vous dans les médias, tout ce qu'ils disent. Avez-vous pris quel discours, ainsi de suite, nous suivons pareille ça. Disposition pour l'Afrique du Sud, la France et la Belgique? Nous y réfléchissons et nous sommes en train de voir comment avoir des observateurs dans au moins les 3 circonscriptions, si on peut s'exprimer comme ça, qui sont concernées par l'ère opérationnelle 2, c'est-à-dire la Belgique, la France et l'Afrique du Sud. Nous sommes en train de travailler pour avoir des observateurs là-bas. Vous ne l'avez pas encore fait? On ne l'a pas encore fait. Ça sera parmi les 600 que nous allons prendre des accréditations ici. Vous ne serez pas en retard? Même si nous allons en retard d'une semaine, nous avons toutes les possibilités de récupérer tout ce qui s'est passé avant. Comment ça alors que vous ne serez pas là pendant la première semaine? Nous ne sommes pas obligés de vous dire tout ce que nous faisons. Mais pour la fiabilité de ce que vous faites comme rapport? Oui, mais vous voyez, en ce qui concerne les élections, il y a plusieurs types d'opérations. Vous avez des opérations comme l'inscription des électeurs, qui s'étalent sur une durée. Et
À chaque jour de cette durée, c'est la même procédure qui est répétée. C'est-à-dire, il y a un observateur qui est dans la file d'attente, qui est orienté vers un pays, qui répond sur un formulaire, sur une fiche, son identité et tout, auprès de qui le requérant décline son identité, et qui est orienté vers l'OPES, hein, parce que s'il passe auprès du pays, c'est pour l'identifier, un peu comme le travail de l'ONU, pour identifier cette personne, il est congolais, il a l'âge de voter, il n'a pas un cas d'empêchement. Il est identifié. C'est pourquoi on parle d'identification et enrôlement. S'il est identifié, maintenant il est orienté chez l'OPES pour être enrôlé comme électeur. C'est l'OPES qui enrôle cette personne et il lui donne une carte. Le président signe, plastifie et remet au requérant qui s'en sort. Cette procédure, pour une opération qui est dans une durée, est répétée chaque jour et par jour à travers plusieurs personnes. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est la même procédure pour chaque personne. Et il y a d'autres opérations qui se passent en une journée, comme les jours du scrutin. C'est-à-dire, cette procédure du matin jusqu'au soir. C'est deux types d'opérations et il y a deux manières de les observer. Une opération qui est étalée dans la durée. S'il y a des choses, ces choses-là sont étalées dans la durée. Et plus on y fait des fréquences, plus on constate. Par exemple, si nous avons 2 ORT en Belgique, il peut faire même, par semaine, il passe 3 jours dans les centres d'inscription, ils vont toujours relever. S'il y a des problèmes, ils seront collectés et transmis. Il n'y aura pas de problème. Nous avons beaucoup de techniques. En dépit des difficultés opérationnelles, la Commission électorale nationale indépendante a réussi tout de même à inscrire plus de 37% d'électeurs en un mois dans la première zone opérationnelle. N'est-ce pas une performance? Ils n'ont pas atteint la moitié des personnes qui devaient être enrôlées dans l'ère opérationnelle 1. La CENI elle-même, elle a reconnu qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, il y a eu beaucoup de problèmes. Ils ont justifié ça par le fait que la CENI n'a pas pu planifier une phase pilote. Comme c'était le cas avant, nous avons été au Nord-Ubangi dans une phase pilote. Mais nous, de notre côté, nous pensons que cette explication n'est pas suffisante, d'autant plus que là, la CENI est à son 4e cycle où elle réalise cette opération. Il y a ses propres rapports des opérations passées, il y a les rapports des observateurs. Ces rapports auraient dû être capitalisés pour éviter ces problèmes-là. Qu'à cela ne tienne, nous avons une période de rattrapage et si on voit, je vous ai dit que ce sont des estimations. Ils ne sont pas obligés d'atteindre ou de les dépasser. Ce sont des estimations. Si les gens s'enrôlent moins, et alors c'est les gens qui ne sont pas nombreux, là on comprendrait. Mais si, à la fin, on laisse les gens dans la file d'attente en ferme, nous dirons qu'on a laissé les gens. Alors, à l'heure actuelle, vous, en tant qu'expert électoral, vous pouvez déjà avoir une idée générale sur la qualité des élections de cette année. Que diriez-vous? Bon, nous ne sommes pas encore à la fin de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Il y a 3 zones opérationnelles. On a démarré aujourd'hui la 2e zone. Il faudra d'abord voir comment cette opération termine. Parce que la première chose, c'est la constitution du fichier électoral. Nous verrons d'abord la qualité de ce fichier. Nous avons fait une déclaration mi-parcours. Avant la publication de cette déclaration, nous avons eu une séance de travail avec le président de la CENI, madame la rapporteure et le directeur de cabinet de la CENI et le directeur des opérations de la CENI. Nous avons expliqué tous ces cas dont on parle ici. Ils sont au courant de ça. Et nous constatons, parce que moi jusque-là, nous constatons que la CENI a déjà est en train de réaliser 3 de nos recommandations sur l'ensemble. Notamment celle de la prolongation, mais aussi celle de l'achat de services. Vous avez vu, le président de la CENI a eu une réunion avec le commissaire de la police de Kinshasa, parce que c'est à Kinshasa où c'est courant, cette pratique. Donc,
Et le commandant, police Kinshasa, a dit qu'il a promis l'enfer aux agents qui vont continuer à s'évertuer dans cette pratique. C'est déjà une recommandation qui est en train d'être réalisée. Nous ne disons pas que c'est réalisé, mais en train d'être réalisé. Une troisième, c'est dans la qualité de la communication. Regardez ce que la CENI a dit pour la première ère opérationnelle. On commence le 24, on termine le 23. C'était ça la communication. Cela suppose que la CENI aurait dû prédisposer au niveau de chaque centre d'inscription son ou ses kits avant le 24. C'est ce qui a suscité tout ce que vous avez suivi comme plainte. Ah, là, on n'a pas encore ouvert. Ça fait une semaine, on n'a pas encore ouvert ici. Mais ils ont changé. Quand vous lisez et vous suivez Madame la rapporteure, ils disent, on va d'abord ouvrir dans les chefs-lieux des provinces et puis on va aller progressivement. Mais pensez-vous pas que c'était l'une de nos recommandations d'améliorer cette communication, d'anticiper sur certaines choses. Ne pensez-vous pas que ces prolongements de l'enrôlement dans la zone opérationnelle 1 pourraient porter préjudice au calendrier électoral? Non. Aucun. Aucun problème. Aucun, parce que la période d'enrôlement des électeurs court jusqu'à, je crois, fin mars en réalité. On peut en faire autant pour la zone 2, tout comme la zone 3? Tout en tenant compte de la date. La première opérationnelle qui était comme une heure opérationnelle cobaye a l'avantage que les heures opérationnelles 2 et 3 vont continuer à enrôler février et mars. Or, chaque CI a son kit. Donc, s'il y a des problèmes ici, on peut encore continuer à enrôler parce que c'est superposé. Vous voyez? Ça se passe au même moment et dans le même temps. Le problème, si c'est une prolongation, va au-delà de la date limite de l'enregistrement des électeurs pour la troisième zone opérationnelle. C'est là où il peut y avoir un problème. C'est en ce moment-là. Mais la CENI peut toujours trouver en interne des mécanismes pour essayer de faire face à ça sans nécessairement impacter négativement le calendrier électoral. Et au regard de la situation... D'ailleurs, on a là progressivement pour l'ère opérationnelle 2. Ça signifie qu'on ne va pas terminer à la date prévue dans le calendrier. Parce que chaque centre d'inscription devrait avoir droit à 30 jours d'inscription des électeurs comme prévu dans le calendrier. Le centre qui va ouvrir une semaine après, il va fermer une semaine après les autres. Donc il y aura déjà un petit glissement par rapport à ça, mais même pour l'ère opérationnelle 2, ça peut se passer dans les délais. Le problème, c'est l'ère opérationnelle 3. Je ne sais pas comment la CENI va manager. S'il y aura prolongation à ce niveau-là, va manager pour que ça n'impacte pas négativement le calendrier. Alors, je disais, au regard de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, vous êtes toujours optimiste quant à la tenue des élections dans les délais constitutionnels? Je ne veux pas dire qu'on était pessimiste, mais on est inquiet. On est inquiet parce que, je ne sais pas si c'est par omission ou quoi, je n'ai pas entendu parler de Kwamouth pour qu'on fasse, pour qu'on aura les gens là-bas pendant qu'on va le faire dans l'ère opérationnelle 2. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on va demander aux amis de l'autre côté pour nous éclairer, pour nous donner des précisions. En parlant avec le président de la CENI, il a évoqué quand même, il y a 2 territoires au nord Kivu qui jusque-là posent un peu de problème, mais nos vaillants militaires font beaucoup d'efforts pour pouvoir remettre la paix dans ces zones. Alors nous espérons que d'ici là, notre gouvernement, puisqu'il s'agit de ses responsabilités... Donc les élections en 2023 sont encore possibles, jusque-là? La CENI nous dit que c'est possible. Et vous y croyez? Et c'est la CENI qui est maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage nous dit que nous allons y arriver. Pourquoi vous voulez que nous on dise autre chose? Nous allons y arriver. Il y aura élection le 20 décembre 2023. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est remercier tous ceux qui nous soutiennent pour ce travail. Et aussi demander à nos observateurs qui vont nous suivre de persévérer dans leur travail sur le terrain. Il s'agit de leur pays. Et aussi remercier
votre média, Actualité.cd, qui fait toujours cet effort de nous approcher pour essayer de parler de notre travail. Et aussi remercier les autorités de la SEMCO et de l'ECC qui ont levé l'option de constituer cette mission d'observation électorale conjointe qui sera très importante en termes de contribution à la consolidation des démocraties dans notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, merci à vous encore une fois. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Merci.